Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du portefeuille de Peter Lynch, que vous connaissez peut-être. Donc il est né en 1944 et il a été entre 77 et 90 gérant du fonds Magellan, qui appartient au groupe Fidelity Investments, qu'il avait rejoint d'ailleurs en 66 en tant que stagiaire. Donc c'est pour vous dire un petit peu la progression du gars dans l'entreprise. Il est devenu ensuite en 74 directeur de la recherche avant de prendre la tête du fonds Magellan en 77. Quand il a pris la tête du fonds Magellan en 77, il y avait 18 millions de dollars d'encours sous gestion. 13 ans plus tard, quand il a quitté la tête du fonds Magellan, donc en 90, ce fonds était valorisé à 14 milliards de dollars. Donc, je vous laisse imaginer la performance. Il a généré en fait une performance annuelle de plus de 29% pendant cette période. Donc je crois que là, depuis 90, il conserve une activité de vice-président de Fidelity Investments, plutôt des activités philanthropiques donc. Et un point intéressant à souligner dans sa présentation, c'est que son père est décédé quand il avait 7 ans. Donc il a rapidement dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a travaillé en tant que serveur, il a travaillé en tant que caddie, donc il portait les sacs pour les golfeurs. Voilà, donc juste pour vous donner un exemple d'ascension fulgurante telle que seul finalement le capitalisme le permet. Donc on va passer un petit peu en revue sa stratégie d'investissement. Il y a une idée reçue suivant laquelle Peter Lynch avait 10 ou 20 actions et que c'est la raison pour laquelle il était si efficace. En fait, c'est faux. Par moment, son fonds détenait jusqu'à plus de 1000 actions en même temps. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que il ne savait pas quelle action serait la meilleure, mais il savait que certaines exploseraient. Donc ce qu'il faisait, c'était pas de la diversification aveugle. Chaque action était analysée, mais il répartissait le risque en tablant sur le fait que il y a des pépites qu'il avait intégrées dans son portefeuille et que certaines d'entre elles allaient exploser. Donc sur sa façon en fait d'évaluer les entreprises, il évaluait les entreprises en fonction de leur taux de croissance. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, il avait classé les entreprises en 5 catégories. Les entreprises lentes avec un potentiel de dividende mais à faible croissance, que vous voyez tout à gauche. Les stalwarts, donc les grandes entreprises solides du type Coca-Cola par exemple. Les entreprises cycliques qui dépendent de l'économie, donc on peut citer là l'automobile, le bâtiment avec le cours de l'acier, etc., métallurgie, les turnarounds, donc les entreprises en difficulté mais qui pourraient rebondir, et les entreprises à forte croissance, petites ou moyennes entreprises qui ont vraiment un gros potentiel de croissance. Et lui était spécialisé sur ces dernières, donc plutôt les petites entreprises en forte croissance, les pépites, celles dont on sait que elles ont un potentiel de croissance très très fort. Et finalement, son concept clé, sa stratégie d'investissement, c'était la simplicité. Et donc il disait que si on ne pouvait pas expliquer l'investissement qu'on avait fait en l'espace de 2 minutes, il fallait pas investir. Et lui se basait sur finalement ce qu'il voyait au quotidien. Et il se basait sur ce que consommaient les gens, sur ce qui marchait avant Wall Street, et donc il observait. Il observait les magasins bondés, les produits populaires, les entreprises qui avaient une ligne marketing vraiment simple à comprendre, et d'où son célèbre investi dans ce que tu connais. Donc ça vient d'un livre qu'il a publié en 2000, je crois, One Up on Wall Street, et qui permettait de vulgariser pas mal d'éléments de finance. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a rendu aussi assez célèbre dans le monde de l'investissement. Ça, et évidemment son poste et ses performances incroyables à la tête du fonds qu'il gérait. En termes de ratio d'analyse, donc lui il utilisait beaucoup le PER qu'il a remanié en PEG. Donc pour vous faire rapidement la différence, donc le PER c'est le Price Earnings Ratio. Donc c'est un indicateur qui se calcule en divisant la capitalisation boursière d'une entreprise par son résultat net, ou en divisant le cours d'une action par le bénéfice net par action. Donc vous l'avez peut-être vu, ça s'appelle aussi un ratio cours sur bénéfice, enfin il y a plusieurs autres noms. Et en fait, Peter Lynch reprenait ce ratio qu'il divisait par le taux de croissance de l'action, ce qui donnait le PEG, donc le Price Earnings to Growth.
Et donc on utilise le PEG surtout pour départager les entreprises à forte croissance. Et de façon générale, on estime que si le PEG dépasse 1, l'action est surcotée. Si le PEG est égal à 1, la société est correctement valorisée. Et si le PEG est inférieur à 1, la valeur de l'action est théoriquement sous-évaluée. Et c'est ça qu'on recherche parce que ça permet d'anticiper une croissance des profits, parce que le taux de croissance attendu des bénéfices est supérieur au PER. Donc lui utilisait vraiment ces ratios-là pour ses analyses et pour ses investissements. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement finalement de cette stratégie d'investissement de Peter Lynch? Donc ce qu'il écrivait dans son livre, c'est que les investisseurs particuliers ont un avantage énorme, mais ils ne l'utilisent pas. Alors qu'est-ce qu'il entendait par là? Qu'est-ce qu'il entendait par avantage? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en tant que particulier, nous n'avons pas de pression. On n'a pas une pression d'une hiérarchie, on n'a pas d'obligation de performance trimestrielle, etc. Et on a une liberté totale. Donc ça, c'est ce qu'il entendait par avantage. En contrepartie, ça veut dire aussi que en tant que particulier, on est soumis à énormément de flux d'informations, énormément de modes, de tendances, d'influenceurs, etc. Et il faut bloquer ces flux, ou alors ne prendre que ce qu'on estime être juste et pertinent. Mais donc ça suppose que l'investisseur particulier va faire ses propres recherches. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la volonté. Il faut, et c'est une étape indispensable. C'est ce qu'il a souligné dans son livre. Il est absolument indispensable que les investisseurs particuliers élargissent leurs connaissances en matière de finance, fassent leurs propres recherches, prennent ce temps-là pour avoir vraiment leur esprit critique et se faire leur avis sur les entreprises, sur les actions. Donc là, je parle d'un avis qui est à la fois un avis d'analyse fondamentale, donc basé sur des ratios financiers, mais aussi un avis lié à l'observation, croisement des données, croisement des sources. Voilà, ne pas suivre les modes et les tendances, et ça, c'était un point essentiel pour lui. Accepter la volatilité, ça c'est un autre point qu'on peut lister comme frein à l'investissement, souvent pour les particuliers, parce que bah voilà, vous avez des oiseaux de mauvais augure partout, hein, parmi vos collègues, dans votre famille, enfin des gens qui vont vous dissuader, et la volatilité du marché est aussi quelque chose qui pèse sur vous, sur votre mental, et donc petit à petit, il faut apprendre à développer ce que j'appelle le sang-froid de l'investisseur ou l'estomac de l'investisseur, et qui est pareil que vous développez, c'est souvent plutôt au fil des crises. Quand vous prenez votre première baisse conséquente en bourse, c'est là que vous vous dites bon effectivement j'ai conscience que ça peut baisser. J'ai aussi conscience que le système est très résilient. J'ai confiance en les recherches que j'ai faites et les positions que j'ai ouvertes, et je ne bouge pas ma stratégie. Je continue à investir, et c'est surtout pendant les baisses d'ailleurs qu'il faut investir, et ne surtout pas vendre. Et donc il faut accepter cette volatilité, ces corrections qui sont normales, parce que les corrections sont finalement le prix à payer pour de bons rendements. Ça, il faut vraiment garder ça en tête. C'est sans doute le point le plus essentiel de sa philosophie d'investissement. Et dernier point qui est souvent un frein à long terme pour les particuliers, c'est le fait qu'il faut investir sur une longue durée. Et ça, il y a quand même pas mal de particuliers qui, encore aujourd'hui, se disent j'ai trouvé le filon, investir en bourse, ça va me rendre riche rapidement. Non, il y a aucune notion de rapidité en bourse. La bourse, c'est de l'investissement de long terme. On parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est sur de longues durées que vous allez pouvoir faire du compound interest, donc vraiment les intérêts cumulés, sous réserve que vous ayez réussi à essuyer les différentes crises qui ne manqueront pas de survenir, et que vous ayez eu le sang-froid pour les surmonter. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui de ce portefeuille de Peter Lynch, des entreprises en croissance réelle, de la patience, de la discipline, l'achat d'actions que l'on comprend vraiment, et finalement son génie à Peter Lynch, c'était pas la complexité, c'était plutôt une forme de clarté qui promettait que la connaissance et la patience battent la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.